Bonjour à tous, bienvenue sur ce Blabla Mode 4. Pour ceux et celles qui ont la vidéo, vous voyez que mon cadre est un petit peu particulier parce que je suis à Hawaï. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Et donc bien sûr, même si on est loin de la fashion, on reste connecté et on continue de parler de mode. Voilà, toujours, tout le temps. Et aujourd'hui, du coup, dans ce Blabla Mode, il y a beaucoup de points à aborder. Ça va être un Blabla Mode chargé. Donc, on va commencer sans plus tarder, sinon ça va être extrêmement long. Déjà, juste, je vais pas forcément parler de la Fashion Week parce que j'en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast, dans ma dernière vidéo YouTube. Donc voilà, allez voir ça si vous le souhaitez. Mais un point que j'avais pas abordé, c'était l'inclusivité. J'aime bien analyser le rapport Inclusivity by Vogue. Donc Vogue maintenant fait des rapports sur l'inclusivité des défilés et c'est toujours très intéressant. Et là, malheureusement, ce rapport met en alerte le fait que on retourne bien sûr dans l'IRA de l'ultra minceur, voire de la maigreur. C'est pas nouveau, hein. La minceur a toujours été tendance dans la mode. Mais il y a plus ou moins des hauts et des bas. Et là, on est vraiment dans une période où il n'y a que des filles très maigres. No shame sur les filles très maigres, no shame sur les corps très maigres, c'est très beau. Mais juste encore maigre en bonne santé, on accepte, encore maigre en mauvaise santé, et mettre en avant la maigreur de la femme, ça on n'accepte pas, et c'est malheureusement ce qu'on a vu dans beaucoup de défilés. Notamment Dior, j'ai vu une analyse qui montrait la lumière utilisée, qui mettait en avant les os, les clavicules des femmes. Je rappelle qu'il y avait eu un gate par rapport à Zara qui avait des mannequins trop maigres, et ils avaient dû retirer, je crois, les campagnes avec ces mannequins-là. Donc vraiment c'est un sujet en ce moment. Et du coup, ce rapport de Vogue montre également les villes de la mode qui ont été plus ou moins inclusives. En dernière position, on a Milan. Milan, pas du tout inclusif, sorry, qui a présenté 99% des looks en taille 34. Donc vraiment, il y a 1% des défilés qui ont un peu fait de l'inclusivité. Hein. Je dis un peu, genre en mode ils ont mis des mid-size. Ensuite, en troisième position, on a Paris et New York qui sont égalité avec 97% des looks qui sont en taille 34. Donc quand même 97%, c'est vraiment presque tous les looks, hein. Quand même, on rappelle. Il n'y a que quelques marques comme Matière Fécale qui présentent des looks mid-size et plus size, et on a Givenchy aussi. Pour une grande marque chez LVMH, je crois que Givenchy est une des meilleures. Alors on n'avait pas de plus size, par contre on avait pas mal, entre guillemets pas mal, de mid-size. Donc voilà, quand même, c'est à noter. Et Londres, la meilleure ville, 90%, la ville la plus inclusive. Alors 90%, c'est quand même beaucoup, hein, 90% des looks qui sont en taille 34. Mais voilà, par rapport aux autres, ça reste beaucoup mieux. Et c'est pas étonnant, hein, Londres, ça a toujours été une mode un petit peu plus engagée, plus inclusive. On mettait en avant beaucoup plus les petits créateurs émergents. C'était moins axé autour du luxe et des grandes marques. Donc voilà, mais ce qui est dommage, c'est que c'est la Fashion Week de Londres qui marche le moins, qui fait le moins de buzz, qui fait le moins de bruit, dont on parle le moins. Donc c'est fou à quel point la mode engagée ne vend pas. C'est tout là le problème, les gars. C'est tout là le problème. Parce que du coup, cet article de Vogue met en avant deux raisons qui expliquent ce retour à la minceur et le fait qu'il y ait très peu d'inclusivité. Déjà, c'est comme je l'ai dit, le retour à l'IRA de la fille très maigre. C'est jamais parti dans la mode, mais juste, il y a des hauts et des bas. Et en ce moment, le body positivisme ne vend plus. Ça a fait vendre parce que c'était une trend, mais c'était une trend comme porter du rouge était une trend, comme le Y2K était une trend qui faisait vendre. Et maintenant, ça fait un peu moins vendre. Tout comme le body positivisme, et c'est horrible que le corps de la femme soit une trend, mais malheureusement l'industrie de la mode fonctionne comme ça. La deuxième raison qui explique pourquoi on a un retour à cette maigreur, cette non-inclusivité, c'est le rythme frénétique qui est imposé aux designers. C'est-à-dire que les designers n'ont pas le temps de faire des collections parce qu'ils doivent pondre des purées de collections toutes les 10 minutes. Vraiment, c'est presque ça. Genre Jonathan Anderson, encore une fois, je le rappelle, il est chez Dior, homme-femme couture, il a sa marque éponyme et il fait des collections avec Uniqlo. Enfin, le mec, toutes les semaines, il doit penser à une nouvelle quoi. Et donc, à quel moment ils ont le temps, du coup, de faire des habits adaptés à chaque morphologie et à chaque mannequin ? Ils n'ont pas le temps, ils n'ont juste pas ce temps. Et en fait, la plupart du temps, dans ces défilés de grandes maisons, on finit les habits la veille, voire 1 heure avant le défilé. Et en fait, il faut que ces habits soient enfilables en 1 seconde sur un corps dont on est sûr qu'il va fitter. Et donc en fait, les corps extrêmement minces, voire maigres, sans forme, sont des corps un peu cintres, entre guillemets, où il n'y a pas forcément de forme. Et donc on sait que le vêtement, en fait, il va aller. C'est pour ça aussi. Ça, c'est aussi ce côté-là
très commercial, de la pression, du rythme, de l'intensité du travail, qui fait qu'on a besoin d'un corps qui est un cintre. Et c'est pour ça que, pour moi, l'avenir appartient aux petites marques, parce que les petites marques et les designers émergents, eux, ont plus le temps de faire les choses, parce qu'ils font moins de collections et parce qu'ils sont pas encore dans des grands groupes qui leur imposent un rythme horrible. C'est ces petites marques qui, du coup, font moins de looks mais font mieux. En fait, pour moi, les petits designers font moins mais mieux. Et je pense que la mode devrait faire moins mais mieux, mais juste la mode veut vendre, et du coup, la mode fait plus et moins bien, parce que, économie d'échelle. Et donc, comme je l'ai dit, les petites marques, c'est l'avenir. Je tiens à remercier Di Pezza, Shopova Lovena, Collina Strada et Kozlata, qui sont des petites marques dans cette Fashion Week qui ont été très inclusives et qui ont mis en avant divers types de corps. Donc merci beaucoup. Et en fait, là, je suis à un stade où j'adore ces designers et designeuses. Et en fait, j'ai envie de les gatekeep. J'ai pas envie qu'ils rentrent dans des grands groupes parce que je sais qu'ils vont perdre cette inclusivité, ils vont perdre cette slow fashion en fait. Il faut qu'on aille vers une slow fashion pour retrouver déjà de la créativité et de l'inclusivité tout simplement. Et en parlant de petits designers qui prend la tête de grandes maisons, il y a quelques jours Wales Bonner qui a été nommée directrice artistique pour Hermès Homme. Et moi, je kiffe Wales Bonner. Du coup, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est une designeuse anglaise et jamaïcaine qui est vraiment jeune. Je crois qu'elle a une trentaine d'années, 35 ans. Elle a lancé sa marque éponyme en 2014. Elle a gagné le LVMH Prize en 2016. Elle a une mode qui raconte quelque chose. Une mode assez engagée. Elle y raconte aussi son histoire de femmes anglaises et jamaïcaines. Et en fait, pour elle, l'habit est une toile d'expression. Chacun exprime son histoire, son vécu. Et je trouve ça hyper intéressant, du coup, qu'elle soit chez Hermès, qui est une marque qui, quand même, est assez neutre, assez lisse, qui est rarement engagée, qui est surtout basée sur le savoir-faire, la qualité. Donc je trouve que ça donne un nouveau souffle à Hermès et ça donne un nouveau souffle aux maisons de luxe européennes, parce que c'est aussi la première femme noire qui dirige une maison de luxe européenne. Donc voilà, pour moi, c'est un bon choix. Et je pense qu'elle va pas forcément se perdre parce que Hermès, c'est pas une maison qui va vite comme les maisons de LVMH. C'est une maison qui quand même prend plus son temps, qui veut bien faire les choses. Donc je pense qu'elle va pas forcément être prise dans cet engrenage frénétique dont je parlais. Donc je pense que c'est un bon match. Et voilà, de toute façon, tout ce qu'elle fait, Wales Bonner, ça réussit, elle est brillante. Si vous regardez les samba Adidas, c'est sûr que vous avez en tête des choses qu'elle a faites avec Adidas. Elle a fait tellement de collaborations avec Adidas qui ont été un franc succès. Voilà, elle a fait des costumes pour le Met Gala. Elle a fait le costume de Lewis Hamilton pour le Met Gala parce qu'elle a une mode qui est assez qui fait beaucoup de références au dandisme, pardon, je savais plus comment le dire. Du coup, pour continuer dans les nominations récentes, on a eu aussi Maria Grazia pour Fendi. Voilà, Maria Grazia, du coup, qui a quitté Dior et qui est maintenant chez Fendi, sachant qu'elle revient chez Fendi parce qu'elle avait déjà travaillé chez Fendi dans les années 80. Et c'était d'ailleurs elle qui avait participé à la création de la baguette Fendi. En fait, Maria Grazia, on l'a beaucoup critiqué chez Dior. Moi, j'ai arrêté de la critiquer à un moment parce que je trouvais qu'on était trop dur avec elle. Genre, on l'avait un peu pris comme bouc émissaire, vous voyez. Mais il faut pas oublier que Maria Grazia fait du chiffre. Maria Grazia a fait croître les ventes de Dior comme Jaja. Et en fait, c'est une femme qui est hyper axée sur les accessoires. Elle est super forte en accessoires et je pense qu'aujourd'hui chez Fendi, ils ont besoin d'être revigorés. Ils ont besoin d'un renouveau, notamment au niveau des accessoires. Et je pense que Maria Grazia peut vraiment faire en sorte que la maison explose. Enfin, pas explose, mais en tout cas se remettre sur le devant de la scène parce que Fendi, ces dernières années, on n'entend pas trop parler. Je suis désolée, mais Fendi, c'est un peu... Enfin, tu sais, les défilés, t'es un peu en mode tu regardes, mais vas-y, parce qu'il n'y a plus d'autres défilés à regarder, quoi. Et en plus, en ce moment, comme je l'ai dit, avec un peu la crise, etc., on se rabat beaucoup sur les accessoires. C'est un peu les choses qui font vendre le plus. Donc, embaucher Maria Grazia chez Fendi, je trouve que c'est hyper strat. Donc bon, franchement, moi, je pense que Fendi avait besoin de faire du business. Ils savent que Maria Grazia sait faire du business. Donc voilà, Maria Grazia, on t'attend au tournant. Fais-nous des miracles. Et on sera indulgents. Et on te donne une seconde chance. Je continue sur les petites news flash info comme ça là. J'appelle ça la fashion tea. Voilà, cette séance va être fashion tea. Donc ce qui s'est passé ces derniers jours, Marc Jacobs qui quitte LVMH.
Mais en fait, LVMH, je suis désolée, je peux de moins en moins les voir. J'ai l'impression qu'ils se débarrassent de toutes les maisons un peu accessibles. Genre Off-White. Là, ils sont en train de se débarrasser de Fenty. Bref, moi, je trouve que c'est sous-côté Marc Jacobs. Vraiment, ça me fait de la peine parce que je trouve que c'est une maison qui a beaucoup de potentiel. Et on n'en parle pas beaucoup, mais je kiffe Marc Jacobs en lui-même. Genre, je sais pas si vous le suivez sur Instagram, cette personne est exceptionnelle. Genre, ses ongles, ses manucures là. Bref. Et mais par contre, en parlant de thé, le plus gros thé qu'il y a eu récemment, mais ça commence à dater un peu, mais je sais pas si vous avez vu, c'est hilarant. Moi, je trouve ça hilarant. On dirait vraiment les disputes en primaire. C'est Hedi Slimane contre la maison Céline. Du coup, pour rappel, Hedi Slimane, il est resté chez Céline 6 ans. Maintenant, c'est Michel Ryder qui a la tête. Hedi Slimane n'a toujours pas de maison. Mais par contre, il continue de poster. Et là, il a posté une lettre vraiment, disant qu'il en avait marre que Céline conserve la même ADN qu'il avait insufflé à la maison. C'est-à-dire que l'ADN d'Hedi Slimane, c'est vraiment ce côté un peu édito, photo en noir et blanc, etc. Et en fait, la maison Céline garde cet ADN-là parce que c'est l'ADN qui marche et c'est vraiment ce à quoi on pense quand on pense à Céline. Sauf que pour Hedi Slimane, c'est un peu une forme de plagiat et dit en mode maintenant que vous avez un nouveau directeur artistique, changez quoi. Arrêtez de me copier. En gros, il dit ça. En fait, c'est dur parce que Céline, c'est pas une maison qui a une identité claire, qui a été vraiment bâtie par son fondateur, vous voyez. Par exemple, pas comme Chanel, où Chanel, vraiment, c'est Coco Chanel qui a fait le tweed, les tailleurs, etc., le pantalon. Céline, c'est un peu, selon le directeur artistique, ça change, tu vois. Phoebe Philo, c'était hyper minimaliste. Je sais pas pourquoi je me tape comme ça les cuisses. Phoebe Philo, c'était hyper minimaliste et sobre, voilà. Hedi Slimane, c'était un peu plus rock, adolescent, slim, noir et blanc, voilà, un peu édito. Du coup, maintenant, Michel Ryder, soit il fait encore un autre truc différent, mais vu qu'on a le dernier Céline, c'est celui d'Hedi Slimane et il marchait bien, je comprends que Céline veuille garder cet ADN là. Et là, du coup, se pose la question de l'identité de la maison. Et est-ce que l'identité de la maison, ça doit rester celle de la maison ou est-ce que ça doit être celle du directeur artistique? Et du coup, se pose aussi la question du quand un directeur artistique a une patte qui est vraiment propre à lui, est-ce qu'il faut vraiment qu'il aille dans une autre maison et pas juste qu'il crée sa propre marque? Comme Phoebe Philo d'ailleurs l'a fait chez Céline, comme je pense Alessandro Michele devrait le faire, parce qu'aujourd'hui Alessandro Michele, il était chez Gucci, maintenant il est chez Valentino, c'est hyper ressemblant ce qu'il fait. Même s'il arrive très bien, je trouve, à incorporer des codes de Valentino comme il l'a fait aussi chez Gucci, ça reste pour moi du Alessandro Michele qui design pour la maison Céline. Valentino. Ok, on a fini sur le thé, sur la fashion tea, fashion news. Maintenant, je voulais parler d'un sujet qui est le népotisme, les nepo babies dans la mode. C'est un sujet grave tendance en ce moment de parler des nepo babies. Enfin, c'est pas tendance, mais juste qu'il y en a tellement en ce moment. Des filles, fils de mannequins, de stars de cinéma, etc. qui juste, du coup, forcément, sont nés dans la richesse et dans le succès et la célébrité. Du coup, ont accès à des choses beaucoup plus vite que des personnes lambda et sont exposées à des opportunités qui sont un peu démesurées, on est d'accord? Et notamment, je voulais parler de Jaden Smith qui a été nommé directeur artistique de chez Louboutin. C'est le premier directeur artistique de chez Louboutin, puisque c'était Christian Louboutin jusqu'à présent qui gérait la direction artistique chez l'homme et chez la femme. Donc là, c'est Jaden Smith qui prend l'homme et Christian Louboutin garde la femme, pour info. Selon les dires de Christian Louboutin, en fait, il a rencontré Jaden Smith un jour et il a vu le talent inné en la personne et il s'est dit c'est impossible que je passe à côté de cette opportunité. Et en fait, il pensait pas forcément à déléguer la direction artistique, mais juste quand il l'a rencontré, il s'est dit qu'il était obligé de travailler avec lui. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont faites. Sachant que Jaden Smith, c'est quand même un mec très stylé, qui a un bon style et qui avait déjà une passion pour la chaussure, parce qu'il avait fondé sa marque de chaussures avec sa sœur Willow, une marque de sneakers, je crois. Il avait aussi fait pas mal de collaborations avec New Balance, donc voilà, c'est pas non plus un mec random qui n'aime pas la mode, qui est pas stylé, qui est devenu directeur artistique de chez Louboutin, mais bien évidemment, on est d'accord que si c'était pas Jaden Smith, il n'aurait pas eu ce poste. Donc voilà, moi je suis plutôt, en genre oui, c'est un nepo baby, mais bon, vas-y, on lui laisse la chance. En vrai, dans tous les cas, je trouve que on est dans une économie, dans une société, où il n'y a pas d'égalité des chances. Genre, dans tous les cas, il n'y a pas d'égalité des chances. Donc, pour moi, que ce soit Jaden Smith ou quelqu'un d'autre, dans tous les cas, c'est pas juste. En vrai, non, il y a des designers, désolé, il y a des directeurs artistiques qui sont hyper talentueux et qui arrivent à un moment à percer grâce à leur talent, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même...
Enfin, si tu perds, c'est parce que, ok, t'as eu du talent, mais aussi parce que t'as rencontré un tel, t'as fait ce réseau, t'as eu cette opportunité, t'as eu la chance. Enfin, il y a toujours de la chance pour réussir. Genre, il y a un facteur chance qui est indéniable. Donc bon, dans tous les cas, moi, unpopular opinion, je trouve qu'on est trop dur avec les Nepo Baby. Voilà. Il faut se dire qu'ils n'ont pas choisi d'être nés stars, ils le sont, donc autant qu'ils en profitent, tu vois. Moi je trouve, voilà. Et en plus, moi je trouve d'un point de vue marque, bah forcément c'est hyper avantageux de prendre des Nepo Baby parce que c'est eux qui font le buzz, c'est eux qui font le plus parler. Et en fait, au final, on critique les Nepo Baby, mais c'est à cause de nous que les Nepo Baby ont autant de chance. Parce qu'en fait, c'est nous qui... Il y a un phénomène de starisation et on idéalise ces personnes. Et du coup, vu qu'on les idéalise, les marques se disent oh my god, si on met par exemple, je sais pas, Lila Moss sur ce défilé, bah le look qu'elle porte, et bah il va faire beaucoup plus de vues que les autres. Pareil pour Lily Rose Depp, juste parce que c'est des Nepo Baby qu'on idéalise. Et du coup, bah en fait, on nourrit ce cercle vicieux ou vertueux de mettre en avant les Nepo Baby. Voilà, donc en fait, c'est un peu de notre faute. Donc je trouve qu'on est un peu dur avec eux, sachant que c'est nous qui participons à leur ascension, quoi. Et encore une fois, je pense que s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est plus les employeurs qui du coup vont employer des Nepo Baby ou des gens qui juste font le buzz plutôt que des gens qui ont vraiment le talent. C'est pas aux Nepo Baby de refuser une opportunité en or, quoi. Voilà, donc je pense que c'est une critique du système de façon générale. Je pense que dans tous les cas, c'est injuste. Même dans notre classe sociale de vous à moi, il y a des Nepo Baby, juste voilà, de façon un peu moins extrême. Mais je veux dire, entre quelqu'un qui naît dans une famille aisée, même pas riche, hein, mais juste aisée, et quelqu'un qui naît dans une famille de classe basse ou populaire, bah forcément, il aura moins de chances d'accéder aux mêmes choses que l'autre. Ou en tout cas, ça sera beaucoup plus compliqué. Et du coup, c'est pour ça que je trouve qu'on est un peu dur avec eux. Même si ça veut pas dire que je suis en mode trop bien qu'un Nepo Baby à la tête d'une maison, hein. Juste en mode les gars, dans tous les cas c'est quelqu'un de privilégié, quoi, comme tous les gens qui réussissent au final, presque, pas tous mais beaucoup. Et en parlant de Nepo Baby, on a aussi eu Chloé Mal qui a été nommée à la direction artistique, à la tête de Vogue US, qui a du coup remplacé Anna Wintour, comme vous le savez. Voilà, donc elle, pour le coup, bien sûr, c'est un Nepo Baby, mais elle a quand même un passé dans le journal. Voilà, elle est pas non plus... c'est comme Jaden Smith, quoi. Ils ont pas pris quelqu'un au pif. Et après, là, il n'y a pas le phénomène de star sur Chloé Mal, parce qu'elle était un peu inconnue au bataillon. Personnellement, je voyais pas que c'était. Shame on me en tant que fashionista, mais voilà, il faut avouer ses faiblesses. Je suis pas une experte de Vogue, je suis pas une experte de magazine. Il faudrait que je m'y penche sur le sujet, que je sais pas, que j'achète des Vogue et je les feuillette et tout, parce que j'ai pas encore assez de maturité pour vraiment analyser les covers et analyser... Enfin, je le fais, vous voyez, mais c'est jamais assez, toujours assez superficiel. Donc pour analyser si telle rédactrice en chef est forte, il faut que j'ai plus de knowledge en magazine. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous me direz, on en parlera au prochain Blabla Mode. Allez, on se donne rendez-vous au prochain Blabla Mode pour voir ce que Chloé Mal a fait chez Vogue. Un autre truc dont je voulais parler, j'en ai déjà parlé dans mes Blabla 3 et 2, je pense. J'en parle tout le temps parce que c'est un désastre. C'est le rise de la fast fashion, les gars. Shein a ouvert son pop-up dans le Marais. Déjà dans le Marais, pire endroit pour ouvrir un pop-up Shein, mais bon, ils l'ont fait. J'ai vu tous les influenceurs de merde, désolé, je peux dire le terme merde, qui ont fait la promotion de cette chose. Shein qui maintenant veut collaborer, enfin qui veut rentrer dans le BHV, dans les Galeries Lafayette. Cataclysmique, mais cataclysmique. J'ai l'impression de régresser, que ce soit en termes de politique, d'inclusivité, de fast fashion, de consommation. C'est horrible. Voilà, je vais pas être pessimiste, mais c'est horrible. J'ai vu des affiches Shein, en fait, qui m'ont fait vraiment beaucoup réfléchir, dont le slogan était la mode n'est pas un luxe réservé aux riches. Et en fait, là, je me suis rendu compte que Shein faisait du populisme. Shein parle aux classes populaires. Shein fait du Trump. Bientôt, demain, Trump sera égérie Shein. En fait, le but, c'est d'être anti-élite et du coup, de parler aux pauvres, ce qui est totalement hypocrite parce que, en fait, on oublie que les plus pauvres sont ceux qu'on exploite. Donc tu veux parler aux pauvres, mais en fait tu exploites les encore plus pauvres. En vrai, je veux pas encore critiquer les gens qui achètent parce que manque de moyens, parce que pas accessible, parce que ok, c'est la facilité. Genre, je dis pas que je comprends, parce que je pense qu'il y a quand même d'autres façons, je sais qu'il y a d'autres façons de consommer, mais
c'est pas vous les pires. Pour moi, les pires, c'est vraiment les fucking riches PDG qui acceptent déjà Shein, les gens qui travaillent chez Shein, mais aussi les gens qui acceptent que Shein arrive dans le Marais, arrive au BHV, arrive au Galeries Lafayette. What the fuck? Castanet, il a été embauché par Shein. Castanet était ministre de l'Intérieur. Embauché par Shein, ça s'appelle du lobbying. Shein fait du lobbying, voilà. Shein est transparent sur ça. Ils ont dépensé 200 000 € je crois, en 2024 en lobbying. Donc, du lobbying, c'est pour essayer d'influencer les décisions politiques, les réglementations, etc. C'est légal. Si c'est transparent, c'est légal. Donc, Shein le fait légalement, mais fait toujours du lobbying. Et ils ont embauché Castanet pour un peu contourner. Ils ont créé des rapports qui montraient que la loi anti-fast fashion, en fait, avait pour conséquence de défavoriser les pauvres. Et du coup, que ça profitait qu'aux riches. En fait, ils contournent le problème. En fait, ils essayent de contourner le fait qu'ils sont horribles pour l'environnement et pour les droits sociaux et les droits humains et tout. Ils contournent le problème en montrant le problème de la mode élitiste. Ils détournent le focus, ils détournent le problème, c'est abusé de faire ça, c'est de la manipulation. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont contre ça, qui veulent quitter les grands magasins suite à cette annonce, qui manifestent en contre Shein, qui étaient outrés du pop-up dans le Marais, qui sont outrés par les influenceurs qui en font la promotion. Donc voilà, bien évidemment, on n'est pas seul à penser ça, heureusement, mais juste c'est un peu effrayant, surtout que la fast fashion devient du luxe. J'en avais fait un blabla mode, le titre c'était la fast fashion Zara devient du luxe, mais là c'est pareil, même H&M, je suis désolée, il y a eu le défilé de la Fashion Week. On dirait du luxe, pardon. Même en termes de qualité de mannequins, il y avait les plus grandes mannequins qui défilaient, Alex Quantani et Tutti Quanti, les meilleurs influenceurs qui étaient invités au défilé, etc. Je suis désolée, mais je peux pas cautionner ça. H&M, ok, c'est pas l'ultra fast fashion. Shein, c'est vraiment 25 fois pire, je crois. Je crois que c'est 25 fois plus de références par jour. Donc je veux dire, c'est de l'ultra fast fashion, hein. Ça a vraiment ce terme, ultra fast fashion. H&M c'est un peu moins pire, mais on reste sur le même système d'exploitation et du made in pays en développement, China, etc. Et on le rend hyper premium. Et la Chine fait pareil avec des affiches hyper sobres qui font grave quali, un peu à la Zara. Je veux juste alerter sur la démocratisation de la fast fashion. Genre le fait qu'il y a un moment, c'était un peu la honte, et que là ça revienne un peu normal, un peu en mode fashion, genre. C'est un peu stylé presque, tu vois. Donc voilà les gars, écoutez, j'ai fini pour ce Blabla Mode 4. On a parlé pas mal de petits trucs. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des choses à dire sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à m'en faire part, qu'on discute. Et voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez apprécié le fond, si vous avez vu la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau Fashion School, dans un nouveau Blabla Mode. Moi.